Il y a une tradition des villes, et notamment des villes européennes, et tout particulièrement des villes françaises, de participer à des réseaux internationaux de villes. C'est à Paris qu'a été créé Cité Gouvernements Locaux Unis, par exemple, qui est le grand réseau mondial généraliste des villes et des territoires du monde, villes et régions. Donc il y a cette tradition-là, particulièrement forte en France, et Nantes, notamment, s'y est beaucoup investi, puisque nous avons animé le groupe climat d'Eurocities avec la déclaration des villes européennes un an avant Copenhague, et j'ai été pendant 10 ans le porte-parole climat de Cité et Gouvernements Locaux Unis, avec donc une empreinte carbone qui est d'ailleurs totalement contradictoire avec l'objectif individuel. On espère quand même que c'était pour la bonne cause, et que c'est toujours pour la bonne cause. Donc les villes se sont quand même organisées pour être présents dans les négociations. Les États ont longtemps été extrêmement réticents, y compris parce qu'à l'échelle mondiale, et les négociations sur le climat, comme les autres négociations onusiennes, fonctionnent au consensus. Pour un certain nombre de pays non démocratiques, l'émergence de ces territoires porteurs de démocratie locale n'était évidemment pas vue d'un très bon œil. D'autres pays démocratiques considérant aussi que finalement, les villes déportaient le débat, notamment, je pense à des pays africains, alors que c'était des pays démocratiques, notamment par rapport au fait finalement de masquer la responsabilité des pays développés par rapport aux pays en développement. Donc on n'a pas été accepté et accueilli par tout le monde. Néanmoins, comme nous avons la responsabilité de la vie quotidienne des habitants de cette planète, que c'est à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre, en laissant de côté les grands process industriels ou les grands process de production d'électricité par exemple, eh ben, on ne peut pas tenir les objectifs sans nous. Donc peu à peu, on s'est quand même rapproché, mais je rappelle toujours que pour avoir les 5 mots de la déclaration de Cancun, including local and subnational government, il m'a fallu je ne sais pas combien de dizaines de réunions avec mes collègues des autres réseaux, notamment du réseau spécialisé ICLEI. Il y a un slogan connu, très connu depuis Rio, qui est pensée globale, agir local. Finalement, une partie de notre investissement dit l'inverse, c'est-à-dire que c'est aussi agir global à partir d'une pensée locale. Sur les politiques nationales, il y a aussi du lobbying. Les réseaux français de collectivités, par exemple, ont une plateforme commune sur les questions climat-énergie et font des propositions au gouvernement. Dans le moment même, ce sont des propositions qui se heurtent plutôt à un mur de refus, puisqu'on essaye, et c'est vraiment un sujet absolument essentiel, de capter une partie de la contribution carbone-énergie pour les territoires. Donc c'est un lobbying qu'on a engagé depuis 3 ans, et encore à ce stade sans succès, mais on va continuer. Donc oui, il y a évidemment du lobbying. Les réseaux de collectivités font des propositions sur les lois. Moi, j'ai présidé le groupe de travail gouvernance du grand débat national sur l'énergie qui a précédé la loi de transition énergétique. J'avais les réseaux de collectivités dans ce groupe de travail et on a trouvé des consensus, notamment sur la mise en place des plans climat pour les intercommunalités, qui derrière se sont retrouvés dans la loi. Donc évidemment, il y a de l'interaction. À côté des négociations internationales ou européennes, parce qu'on a aussi des gros enjeux sur la Commission européenne et sur les fonds européens, ces réseaux, notamment je pense à des réseaux spécialisés comme ICLEI, Energy Cities ou Climate Alliance, ont aussi un rôle évidemment de diffusion des meilleures pratiques. C'est un rôle extrêmement important. Vous allez sur le site de tous ces réseaux, vous avez des fiches d'action, des évaluations d'action qui montrent ce qu'il est possible de faire. Si je prends l'exemple de Nantes par exemple, j'arrive en 2001 comme nouveau vice-président de Nantes Métropole. Nantes Métropole, communauté urbaine à l'époque, qui se saisit de la compétence environnementale. Donc on n'avait pas vraiment d'histoire. Ce qu'on a commencé à faire avec la directrice du service, c'est de faire le tour de l'Europe en lien avec les réseaux pour voir ce qui se faisait de plus intéressant. Et notamment quand on est rentré à Nantes avec le projet d'écoquartier pour le grand projet urbain de l'île de Nantes, c'est quelque chose qu'on avait notamment travaillé avec la ville d'Hanovre et le quartier du Kreuzberg. On avait aussi regardé ce que faisait Malmö sur son écoquartier. Et donc cet échange-là est absolument essentiel. Je pense même qu'il pourrait être encore développé, mais aujourd'hui, une ville qui veut agir, elle ne cherche pas à réinventer toute seule
les projets. Elle regarde ce qui se fait ailleurs. Elle sait qu'il faut faire du transport collectif. Elle regarde les busways qui sont moins chers que les tramways. Regarde à l'inverse le tramway quand il y a plus d'impact sur l'urbanisme. Donc c'est des échanges permanents aux échelles nationales, européennes ou internationales. Donc c'est quand même dans la culture des villes aujourd'hui d'échanger. Et effectivement, les réseaux, à travers leurs sites, à travers leurs études, leurs rapports, leurs événements, parce que c'est très important que les gens se rencontrent, permettent cette diffusion des meilleures pratiques. Globalement, il y a un vrai consensus et on peut dire qu'il y a une communauté des villes sur le climat. Après, on parle des villes engagées. On parle des villes qui mettent de l'énergie sur les événements internationaux, qui mettent de l'énergie sur leur plan climat. Ce consensus-là n'est pas remis en cause. Pour autant, effectivement, les élus locaux et les élus nationaux ne sont pas très différents. Un maire de grande ville peut devenir ministre, un ministre peut redevenir maire de grande ville. Donc ils sont aussi porteurs d'une vision nationale, libérale, régulatrice, de droite, de gauche. Donc les différences continuent d'exister, très clairement. Il ne faut pas croire que les différences politiques ont disparu quand on porte une position consensuelle dans les négociations climat. Il y a toujours des élus avec des visions différentes. Arrivés dans leur territoire, ils vont faire des choix différents. La place de la voiture, la forme de la densité, la composition sociale de leur territoire, ces différences continuent d'exister. Simplement, à l'échelle internationale, mais qui écrase aussi les différences puisqu'on porte des messages assez généralistes, c'est plutôt le message des villes les plus engagées qui prédomine. Par exemple, on va mettre en avant le vélo à Copenhague, qui sera une position, un exemple porté par l'organisation mondiale, même si on sait que derrière, il y a un certain nombre de villes qui sont encore très tout voiture et qui n'ont pas développé le vélo chez elles. Donc il y a aussi probablement un peu un politiquement correct dans la négo climat, ça c'est vrai. Je me suis appuyé dessus évidemment, mais ce politiquement correct va dans le sens de mettre en avant plutôt les villes les plus volontaristes dans leur choix sur le renouvelable, sur les transports doux et le transport public, sur la densification de la ville, où là c'est ce type de ville, cette vision du développement territorial qui l'a emporté. Il ne faut pas non plus totalement se leurrer sur ce niveau de consensus. Il écrase les dissensus, ces dissensus vont réapparaître ailleurs dans les politiques nationales ou dans le détail des politiques locales. Il y a deux phénomènes qui sont à l'œuvre en même temps dans l'investissement des villes dans les réseaux internationaux de collectivités. Il y a d'abord, je crois sincèrement, la volonté de participer au grand concert du monde, de participer à la résolution des problèmes du monde. Ce qui fait qu'effectivement les villes moteurs dans ces réseaux sont plutôt des villes qui portent de la régulation. Donc ça va être des villes engagées sur le climat, engagées sur l'inclusion sociale et qui arrivent avec de bons exemples. La ville qui considère qu'on s'en sort tout seul dans un monde de compétition exacerbée, elle ne met pas d'énergie, elle ne met pas d'argent dans les réseaux de collectivités. Donc il y a bien une sélection par les réseaux des villes finalement les plus altruistes et les plus porteurs de cette idée de participation à la régulation du monde. Ça c'est évident. Il y a quand même un deuxième point qui est qu'à l'échelle des grandes métropoles, il y a quand même toujours un peu de compétition. Il s'agit quand même de briller au firmament des bons exemples mondiaux. Et effectivement, le climat, la COP, est un lieu où on peut montrer ce qu'on fait, y compris pour derrière capter des entreprises, des cadres, en disant je me bats contre le dérèglement climatique, sous-entendu, la qualité de vie est meilleure chez moi. Donc cette compétition existe aussi. Elle n'est pas plus importante que l'autre partie. Je crois que c'est d'abord l'envie de participer à la régulation qui motive, mais cette compétition entre métropoles qu'on connaît très très bien, elle existe aussi. Quand Nantes est capitale verte de l'Europe, elle l'est parce qu'elle agit vraiment sincèrement sur le climat, la biodiversité, le développement durable. C'est moi qui porte la candidature et je n'ai pas l'impression de mentir sur ce qu'on fait, mais je sais très bien
que Nantes a aussi profité de ce prix dans cette compétition entre grandes villes européennes, et ça a permis à Nantes de s'affirmer encore plus dans ce cadre-là. Donc il y a bien ces deux aspects. Néanmoins, n'exagérons pas le deuxième, c'est bien la participation à la régulation qui est la première motivation. Je ne crois pas que les réseaux de villes créent un nouvel équilibre mondial. Parce que, effectivement, les grands élus de territoire, quand ils deviennent membres d'un gouvernement, voire Premier ministre, voire président, finalement redeviennent très nationaux. Donc les réseaux créent des consensus sur des points précis, et le climat aujourd'hui fait partie quand même des inquiétudes communes de la plupart des élus de la planète qui sont un peu en première ligne du dérèglement, qui ont donc des enjeux d'adaptation et de stabilisation du climat parce qu'ils en mesurent les conséquences. Mais pour autant, les égoïsmes nationaux n'ont pas disparu et peuvent être portés par les mêmes élus dans d'autres circonstances. Donc, il ne faut pas demander à ces réseaux, finalement, un multilatéralisme complet, alors que les États n'arrivent pas, eux, à le poser. C'est plus compliqué. Néanmoins, ils créent quand même une culture où, à partir du moment où les gens se connaissent, ils ont plus de facilité à travailler ensemble. Donc c'est quand même une culture positive dans l'idée de trouver tous ensemble des solutions pour la planète, d'assumer chacun sa part de la responsabilité globale. Donc ils sont quand même porteurs de cette culture-là. Il faut à la fois ni la surestimer, parce que les enjeux nationaux n'ont pas disparu, mais ne sont pas dans les politiques locales. La particularité aussi des politiques locales, c'est que finalement, presque tous les maires du monde ont les mêmes questions, ont les mêmes enjeux sociaux, les mêmes problèmes de congestion urbaine, ont les mêmes problèmes de maîtrise de l'urbanisme. Donc, une part des réponses, des cultures est commune. Donc ça, finalement, on le transfère dans la négociation. Les politiques nationales sont, elles, beaucoup plus centrées sur les intérêts nationaux. Donc c'est plutôt là que sont les exacerbations. Mais on ne peut pas demander aux élus locaux, finalement, de régler ces problèmes-là. Ça serait un leurre. Ils créent une culture collective qui est facilitatrice sur les solutions pour stabiliser le climat. Ils sont eux aussi porteurs d'une partie de la solution, puisque une large part, moi je dirais 50% des émissions mondiales, sont bien dans les territoires, pas plus. Par exemple, quand on dit que les villes, c'est 70 ou 80% des émissions, ça ne veut rien dire. Ou les régions, c'est 100%. Donc, c'est des calculs qui n'ont pas grand sens. Mais au moins, la moitié des émissions, c'est la vie quotidienne, donc c'est leur boulot. Donc, ils apportent ça dans la négociation. Donc, ils ont un impact très positif. Ils montrent que des consensus sont possibles. Après, pour autant, ce ne sont pas les élus locaux, ce ne sont pas les réseaux d'élus locaux qui règlent les questions d'affrontement, de contradiction entre les intérêts nationaux.